Bonjour, bonjour les amis. Donc, retour du conflit mondial, retour d'Édouard Husson. Alors, pourquoi Édouard Husson? C'est pas la première fois qu'il vient, hein. Édouard, ça fait la 3 ou quatrième, enfin, peu importe. Oui, C'est pas le plus important. Mais ce qu'il est, c'est que on a des analyses qui sont relativement convergentes, alors qu'on part de lieux d'énonciation très différents. Très différents. On a des histoires qui sont particulières. On a des cultures qui sont probablement voisines, hein. On est bien sortis tous les deux de la matrice occidentale, hein, de civilisation gréco-latine et de religion chrétienne, comme disait Charles de Gaulle. Euh, à partir de là, on a des convergences concernant l'état du monde et surtout le changement extraordinaire qui est en train de se produire et qui est celui qu'avait cité Xi Jinping lorsqu'il avait été, après sa réélection en tant que président et après le congrès du PCC, il avait été rendre une visite officielle à Vladimir Poutine et il lui avait dit nous assistons à un changement qui ne s'est pas produit depuis un siècle et ce changement, cher ami, nous le conduira ensemble. Moi, je trouve cette phrase historique extraordinaire, quoi. Je veux dire, et quand on voit la façon dont l'Occident traite ce qui est en train de se passer, elle n'a absolument pas été intégrée. Bon, on va probablement reparler. Alors, aujourd'hui, je pense que euh, vous allez quand même m'en dire un mot. Je souhaite pas qu'on parle longuement de ce qui se passe en Ukraine, sauf peut-être le, les, la signification du coup de fil entre Trump et Poutine. Après le coup de fil entre Macron et Poutine, Macron qui, une fois de plus, fait n'importe quoi parce que je pense que ces deux partenaires là, hein, les spectaculaires Merz et Starmer, ont dû être particulièrement contrariés. Enfin, le gars, c'est une humiliation pour eux, quoi. Donc bon, enfin, c'est du Macron chimiquement pur. Donc, mon cher Édouard, moi, ce que je souhaiterais qu'on aborde comme première question, c'est le bilan de cette entre guillemets guerre des 12 jours. Je considère que ce n'est pas une guerre. Qui a gagné, qui a perdu, ça c'est le débat qu'on voit euh, en Occident et les soutiens d'Israël disant Israël a gagné, Trump a gagné, il a réalisé une opération extraordinaire, c'est pas mon opinion. Moi je pense que c'est plutôt une nouvelle et très importante défaite de l'Occident. Donc voilà. Eh bien, écoutez, mon cher Edouard, j'ai assez parlé, je vous passe la parole. Alors, bilan de cette guerre des 12 jours. oui. Alors, merci Régis. Je suis ravi qu'on ait cette nouvelle conversation. En tout cas, que nous rendions public notre conversation d'aujourd'hui, parce qu'il nous arrive d'échanger souvent euh, en- sur des sujets qui nous préoccupent tous les deux. Mais là, nous avons choisi de converser devant votre public qui est effectivement, grâce à vous, extrêmement bien informé. Euh, Alors, effectivement, je crois qu'on a assisté à quelque chose d'inouï et dont pas grand monde en Amérique du Nord et en Europe, Europe de l'Ouest surtout, ne prend la mesure. Il faut se rappeler que ce qui était l'état d'esprit le vendredi 13 juin, après les frappes qu'on disait spectaculaires d'Israël, l'assassinat de personnages importants du régime iranien, on avait une guerre éclair avec une subversion intérieure. On nous expliquait qu'on allait assister au renversement du régime iranien, une révolution, on allait libérer les populations iraniennes, etc. Bon. Et puis, 12 jours plus tard, et j'y reviendrai tout à l'heure, de mon point de vue, ça n'a duré que 12 jours grâce à un comportement très étrange, mais en fait analysable de Trump. 12 jours plus tard, on voit un cessez-le-feu. Et on voit surtout, ce qui est le plus important pour répondre à votre question, on voit un Israël largement déconfit, qui a pris des coups extrêmement durs. Et alors, moi, je vais m'informer à la meilleure source actuellement,
c'est la presse israélienne. C'est ce qu'on lit dans Haaretz, mais même dans des journaux plus proches du gouvernement, on voit un profond désarroi. Pourquoi? Ben, il faut se rappeler que les belligérants, il y avait d'un côté un pays de 20 000 km² et de l'autre un pays d'1 600 000 km². Bon, il faut quand même avoir ça en tête. Alors vous allez me dire, oui, David contre Goliath. Oui, non, sauf qu'en fait, l'Iran, c'est un pays qui s'appuie sur au moins 2500 ans d'histoire, une forte continuité de l'État au-delà des changements de régime, une pensée stratégique qui réfléchit dans le temps long. Et donc, on a eu effectivement au départ, si j'ose l'image, un boxeur qui a encaissé des coups qui étaient durs, hein, indéniablement, avec une tentative de chaos debout par l'autre boxeur, par Israël. Israël a essayé de mettre chaos debout l'Iran. Sauf que, au bout de 10 jours, on s'aperçoit que les dégâts des tirs de missiles iraniens étaient tels que, en fait, on a eu une situation où c'est Israël qui a demandé discrètement aux Américains comment on pouvait arrêter le carnage. Et Trump nous a fait quelque chose dont il a le secret, un mélange de bouffonnerie, de discussions diplomatiques et de frappes effectivement visiblement concertées avec les Iraniens, mais pour se sortir du conflit. Bon, donc en fait, pour finir de répondre cette première réponse à votre question, il n'y a aucun doute sur le fait qu'Israël a perdu la guerre. Et c'est en fait la première fois que c'est aussi visible dans l'histoire d'Israël. Et donc c'est une révolution. Aussi, les Occidentaux vont être obligés d'intégrer le fait que la stratégie israélienne n'a pas été la bonne, puisqu'ils ont voulu, il y avait des négociations entre Américains et Iraniens. Israël a voulu forcer le destin en disant tout ça, c'est du blabla, nous on va régler ça par la force tout de suite, et de toute façon ce régime va s'effondrer. Or, si on prend simplement le critère du changement de régime, on s'aperçoit du caractère totalement contre-productif de ce qu'a fait Israël, puisqu'aujourd'hui, la population est plus soudée avec le régime iranien qu'elle ne l'était le 12 juin au soir, avant que les attaques commencent. Alors, je vais reprendre votre métaphore du boxeur, et puis après, je vais faire une observation sur les négociations, avant de donner mon point de vue sur Israël a perdu la guerre. Première enfin, observation, c'est la métaphore du boxeur. Je ne suis pas sûr, hein, que l'Iran, qui, dans le conflit, et vous avez parlé des caractéristiques géographiques, puis historiques aussi, géographiques et historiques, alors, y compris de la configuration particulière sur le plan géographique de l'Iran, qui est un pays où il y a des montagnes absolument partout, qui est absolument pas facile à mettre à genoux, hein. Les Irakiens, soutenus par l'Occident, s'y sont essayés, alors que le pays sortait d'une révolution qui avait tout un peu désorganisé quand même le pays. Et donc, je pense que Israël a voulu boxer dans une catégorie qui n'est pas la sienne. Hein, il est arrivé, il a donné quelques coups, il a comme d'habitude, fait des moulinets et des choses assez spectaculaires qui ont immédiatement été relayées par les lobbies, dont malheureusement le français est un des plus caractéristiques, des lobbies pro-israéliens. Et donc, il a subi une défaite cuisante. Euh, Ce qui est quand même extraordinaire, c'est que tout ça se déroule dans un contexte international où on voit tout. Alors, ce qui se passe à Gaza, dont on va reparler, et se passe en temps réel sous les caméras. C'est absolument effarant. Bon, et là, donc, le monde entier voit qu'on a un État pirate. On a un État paria déjà, du fait du génocide de Gaza, mais on a un État pirate qui décide d'attaquer, qui viole le droit international qu'il n'a en fait jamais respecté. Il a une dérogation générale depuis 1948. Bon, donc il est le seul pays dans le monde d'ailleurs qui l'a. Et l'offensive est lancée la veille de réunions de négociations qui se passent sous l'égide des États-Unis. Hein, et première chose que fait Israël, c'est d'aller tuer les négociateurs. Ça, c'est quand même fabuleux. Alors vous me direz, il y a un précédent. Hein.
il y a un précédent, c'est l'Ukraine. C'est-à-dire que les proxys occidentaux, c'est leur méthode. Sauf qu'en Ukraine, les négociateurs ont été tués par le pouvoir ukrainien lui-même, hein, pas par les Russes. Hein. Balle dans la tête pour Kiriev, je crois qu'il s'appelait comme ça, il y en avait un autre aussi, hein, ce qui témoigne un petit peu du... Enfin, je veux dire, c'est un peu vertigineux lorsqu'on... C'était en mars 2022, c'est ça, hein, C'est ça, tout au oui, oui, début. oui, Oui. absolument. Absolument. Hein, parce qu'il était trop favorable, opposition, hop, on va pas s'embêter, on lui colle des balles dans la tête. Mais ce qu'ont fait les Israéliens, enfin, c'est effarant au plan international. C'est-à-dire, hein, on frappe en pleine négociation et on tue pas tous, hein, mais on tue des négociateurs, sachant très bien ce qu'on fait, puisque c'est le Mossad qui, ayant un certain nombre d'observations, savait où il devait frapper. Donc, ça, voilà, c'est ces deux premières observations que je voulais faire. Mais maintenant, sur le bilan, moi, je refuse le terme guerre des 12 jours. Je voudrais qu'on en parle, mais sur cette opération militaire qui a été lancée par Israël, mais c'est une défaite totale, parce que le cessez-le-feu, il est mendié par Israël auprès des États-Unis. Et les États-Unis interviennent, les Chinois et les Russes, et je suis sûr de ça, disent aux Iraniens doucement, la mort par mille coupures peut-être, hein, mais là, pour l'instant, ne profitez pas de vos avantages. Israël a subi des dommages euh, tout à fait considérable matériellement, ce qui l'a obligé à une censure, à une répression pour empêcher que ça se sache et empêcher qu'on le voit. Jacques Sapir a fait un petit bilan. On est à plus de 7 milliards de dollars de. Je ne parle pas du matériel militaire hein, qui a été utilisé, parce que là, c'est aussi vertigineux, mais de dégâts. Et donc, mais il y a eu surtout l'essentiel de la défaite, c'est la preuve que Israël est complètement vulnérable. Et moi, je pense que ça obère l'avenir de ce pays, mais on va en reparler, ce pays sous sa forme actuelle. Et donc, le dôme de fer blanc, ça a été une énorme surprise pour la population israélienne, qui est entretenue depuis 1948, 1956, 1967, alors qu'en fait, hein, moi, je considère que 1956, on en parlera peut-être un petit peu, le raid avec les puissances déclinantes, France, ridicule, hein, le raid ridicule Grande-Bretagne, France, Israël contre Nasser. Mais ensuite, 1967, qui est une victoire tactique brillante, mais qui a surtout, je veux dire, enfin, elle a existé comme ça parce que Israël a agressé par surprise ses voisins. C'est quand même ça l'histoire. Hein, c'est quand même ça l'histoire. Il y avait une tension internationale. De Gaulle leur avait dit ne faites pas ça. Ils l'ont fait, puis après il a annoncé ce qu'allait leur arriver. Mais depuis 1967, euh, et cette victoire tactique, Israël ne subit que des défaites stratégiques. 1973, c'est une défaite stratégique. Ils réussissent à se rétablir dans la guerre du Kippour. Oui, Sauvé par les États-Unis, hein. oui, oui, oui. Et puis, et en fait, en fait, ils ne se sont jamais remis de la victoire de 1967. Ils avaient une victoire tactique. Ils n'en ont jamais fait une victoire stratégique, c'est-à-dire mis en œuvre quelque chose, un projet, des objectifs stratégiques dont ils prétendaient que c'était le leur, hein, c'est-à-dire de régler le problème palestinien. Ils ont refusé de le faire pour arriver à ce qui devient aujourd'hui leur vérité, c'est le massacre de Gaza et sa forme génocidaire. Ça, c'est, je pense, assez terrible. Mais après, si on regarde toutes les guerres, le Liban, contre Gaza, plomb durci, etc., c'est que du massacre. Hein, c'est que du massacre de civils avec un rapport. Ils ont quand même le ratio militaire tué, civil tué, le plus lourd de l'histoire depuis le 19e siècle. Hein. La Deuxième Guerre mondiale avait été assez massacrante de ce point de vue, mais eux, c'est bien pire encore. C'est fou. C'est fou qu'on arrive à cette situation. Donc, je pense que c'est vraiment une défaite. Et je termine là-dessus. Euh, Perçu comme tel en Israël. Non pas on a perdu, etc. C'est pas ça. C'est que c'est pas vivable.
on va pas passer notre temps, on est vulnérable, on va pas passer notre temps dans des caves, hein, et ils commencent à partir. C'était étonnant de voir comment les plus riches, les plus aisés, hein, puisque c'était interdit de quitter Israël, hein, se débrouiller pour trouver des passeurs, payer cher, etc. Il y avait les Ou prendre Français, leur yacht pour aller à Chypre. voilà, à Chypre ou en Grèce, etc. Hein, et moi, j'ai vu des vidéos, y compris de personnes âgées qui disent, on ne tiendra pas, il ne faut pas se raconter d'histoire. Mais si vous voulez, moi je vais prendre un exemple que je connais bien, qui est celui des universités israéliennes. Et il se trouve que j'ai exercé des responsabilités comme directeur d'école ou comme vice-président d'université en France. Et donc, j'ai été amené à visiter plusieurs fois les universités israéliennes. Les quatre grandes, enfin les quatre existantes et le Weizmann Institute aussi. Bon. Et quelqu'un dans un journal israélien faisait remarquer très justement que ces universités-là, elles ont été créées avant l'État d'Israël. C'est quelque chose qui a préexisté à l'État d'Israël. Il commence déjà dans les années 30. D'ailleurs, Einstein a été très actif pour pousser à la création d'universités bien structurées, ce qui donne lieu à ce qui fait sourire aujourd'hui, c'est que chacune vous explique qu'elle a été créée par Einstein et il y a à chaque fois une statue. Euh, bon, mais moi, j'étais par exemple en 2018 avec d'autres, avec des collègues français, nous avons visité l'Institut Weizmann. Je ne sais pas si vous avez vu les photos de destruction de l'Institut Weizmann, un bâtiment visiblement clé du point de vue des Iraniens qui a été totalement détruit, et plusieurs dizaines d'autres bâtiments, pavillons, et qui ont été très démolis, enfin abîmés par la déflagration. Mais le plus important dans tout ça, c'est qu'ils ont aussi détruit, les Iraniens, le cœur de la recherche en cyberdéfense et cyberattaque qui se trouve à Beersheba, auprès de l'université Ben Gurion, avec d'ailleurs le centre Microsoft, le centre universitaire et un centre militaire. Donc ils ont visé les trois. Et puis, il y a ce qui s'est passé qui était absolument euh, attendu pour moi, qui était allé plusieurs fois au Technion à Haïfa. Technion, extraordinaire université d'ingénierie, une des meilleures du monde. Mais quand on était sur place, et j'y suis allé plusieurs fois, on voyait que elle était infiniment vulnérable. On se disait que même il suffisait de quelques roquettes du Hezbollah, qui n'a jamais visé le Technion, mais pour abîmer énormément. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que les Iraniens ont tiré sur la raffinerie de pétrole d'Haïfa, sur le port, sur la centrale électrique, et le maire d'Haïfa a supplié Netanyahou d'arrêter les frais. Et moi, ce que j'ai lu de sources très établies, c'est que les Iraniens n'ont pas tiré sur le Technion, mais ils ont menacé de le faire. Donc, si vous voulez, et alors le Technion, ça a des répercussions considérables parce que le Technion a une antenne sur Roosevelt Island à New York, mais il a aussi une antenne en Chine. C'est-à-dire que toute la qualité de l'ingénierie israélienne développée sur place, avec des choses absolument remarquables, et qui s'était exportée, mais vous imaginez, vous avez des campus délégués à l'étranger et on vous dit on vous dit que votre campus principal, il va être démoli. Et c'est pas simplement des cours, c'est pas simplement des laboratoires, on est au cœur du complexe militaro-industriel israélien. Donc les Iraniens, ils n'ont pas visé ou menacé par hasard. Alors, j'ajoute deux informations. Alors, il y en a une, je sais pas ce qu'elle vaut. Elle est assez poétique, je la trouve sympathique. C'est que, et après, il y en a une plus désagréable pour Israël. C'est que la moitié de l'eau potable des villes enfin, israéliennes, c'est-à-dire que c'est une principauté, Israël, c'est tout petit, hein, et c'est essentiellement urbanisé. En dehors de la Cisjordanie, il y a plus de campagne en Israël, ou très peu en tout cas, et la moitié de leur consommation d'eau courante vient d'usines de dessalement.
Donc, elles sont très faciles à détruire. Et j'ai entendu dire que dans la mesure où en islam, qui est une religion qui est née dans le désert, il faut quand même le rappeler, où la question de l'eau, qu'il y avait une interdiction, paraît-il dans les Écritures, une interdiction de priver même ses ennemis d'eau. Bon, je ne sais pas si c'est ça qu'a joué. En tout cas, je l'ai vu passer, hein, et j'ai trouvé que effectivement c'était assez étonnant. Et puis deuxièmement, il y a le bilan. Israël a annoncé 25 morts, et ça y est, la presse israélienne commence à le dire, et vous parliez, il y a les journaux, mais il y a aussi les chaînes de télévision, et ils ont des chaînes de télévision d'information continue, et on annonce plus de 1200 morts, avec des militaires, parce qu'il y a le siège du Mossad, qui semble a été très bien abîmé, la base de Netzarim ou Netcharim, je ne sais plus comment elle s'appelle, il y a eu effectivement un bilan qui est beaucoup plus élevé que celui qu'on a laissé entendre. Donc, le, le, le problème de cette réalité, c'est que tout d'un coup, le mythe de l'invulnérabilité a volé en éclats. Et il a d'autant plus volé en éclats que si le conflit, les bombardements réciproques avaient continué plus de 8 jours, problème de destruction massive extrêmement important et surtout déficit total de munitions. C'est-à-dire que ce qui restait du dôme de fer blanc avait disparu et puis les Américains qui ont pris la mesure de la catastrophe, les TAHD, là, les fameux missiles dont on construit 60 par an, les patriotes, etc., les Américains sont à sec. Ils ont dit aux Ukrainiens, vous n'en aurez plus. Donc, 8-10 jours de plus, et c'était terminé. C'est-à-dire que c'était le pays était en ruine. C'était Gaza. Et vous savez que c'est pour ça que Trump a imposé, avec beaucoup de mal d'ailleurs, mais il a imposé un cessez-le-feu. C'est qu'au fond, non seulement vous avez raison de parler de la vulnérabilité d'Israël, mais on allait voir que le roi était nu. C'est-à-dire que l'industrie de défense américaine, elle apparaissait tout d'un coup comme incapable d'arrêter les missiles iraniens. Alors, on ne met pas en cause la qualité des ingénieurs iraniens et les stocks de missiles visiblement non bien remplis et efficaces, mais on sait aujourd'hui que les Iraniens n'ont pas forcément, c'est une méthode militaire assez classique, ils tirent d'abord les trucs les plus anciens et les moins perfectionnés. Et puis, ils attendent de voir s'ils ont à se servir des plus perfectionnés. Alors, on sait qu'ils ont utilisé des missiles hypersoniques, mais en général, c'était en fin de vague, lorsque d'abord ils avaient épuisé les défenses adverses. Bon, mais le problème pour Trump, il est très simple, et ça, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui a réussi à l'expliquer. Euh, la, le- la possibilité que le cours des actions de Raytheon, de Boeing et de beaucoup d'autres s'effondre simplement parce qu'on voit que la technologie américaine n'est plus à la hauteur, c'est le plus gros danger pour les États-Unis actuellement, puisque quand vous savez que à peu près un tiers de l'économie du pays est dépendante du secteur militaro-industriel au sens large, vous rendez compte que la catastrophe, elle est bien sûr d'une part pour Israël, on vient de le dire, mais elle était potentiellement pour les États-Unis. D'où, de mon point de vue, cette gesticulation de Trump dont pas grand monde n'a été dupe dans les chancelleries dont nous parlions, à Moscou, à Pékin ou ailleurs, mais où tout le monde a bien compris que la bouffonnerie apparente de cet homme qui nous explique que c'est la frappe la plus extraordinaire de l'histoire, etc., elle dissimule. Mais en fait, on sait que c'était concerté avec les Iraniens, comme la riposte iranienne du lendemain. Bon, mais tout ça, ça dissimule le fait que le roi américain est nu. Euh, un bon connaisseur des affaires de défense me disait l'autre jour, mais c'est quand même étonnant cette histoire des B-2, les fameux bombardiers américains. Les B-2, c'est de la technologie des années 80. Les Russes, eux, ils ont des Oreshnik, des missiles hypersoniques qui auraient pu, alors si les Américains avaient eu des Oreshnik, ils auraient vraisemblablement pu percer
les bunkers tout ce qui empêchait d'atteindre au centre nucléaire à Natanz ou ailleurs. Bon, mais sauf que les Américains n'ont pas de missiles hypersoniques. Donc en fait, pour aller dans votre sens, on est dans une situation où l'Occident, avec son prolongement israélien au Proche-Orient, l'Occident apparaît comme totalement démuni. Et alors, ça nous fait lire en face la stratégie des Russes, des Chinois et des Iraniens, visiblement, qui jouent le jeu. C'est qu'au fond, l'idée, c'est qu'est-ce qui est le plus dangereux? Aller jusqu'au bout d'une guerre avec tous les risques que ça implique, d'autant plus qu'Israël est une puissance nucléaire et qu'on ne sait jamais ce que peut être la réaction, ou bien euh, finalement laisser l'adversaire s'effondrer progressivement en sachant qu'on a démasqué ses faiblesses structurelles. Et je crois que c'est là le débat en fait. Si nous, occidentaux, nous étions sérieux sur toutes ces choses-là, il faudrait que nous commencions à réfléchir sur ce qui nous attend, ce que le reste du monde sait que nous ne sommes plus sérieux, nous ne sommes plus une menace crédible. Notre arsenal militaire est vieilli. Nous n'avons plus de stratèges, nous n'avons plus de pensée du temps long, nous n'avons plus que finalement une oscillation entre la violence extrême, mais comme vous dites, en boxant hors de sa catégorie, le massacre de populations civiles pour compenser et dissimuler les échecs militaires réels, et le fait de capituler complètement, parce que c'est ça en fait, c'est entre ça que les pays occidentaux oscillent. Alors, dans la première série de questions, j'avais demandé une nouvelle défaite de l'Occident. Vous venez de nous dire oui, c'est une défaite de l'Occident, mais elle est assez terrible. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est la défaite morale. On a déjà parlé de ce que Israël a fait. Et pour moi, le pire, oui, ça a été une prise de conscience de ce qu'était devenu l'État d'Israël, ce qu'était devenu le projet sioniste. Et je pense que c'est pour ça qu'il est maintenant, la preuve est faite qu'il est voué à l'échec. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. On en parlera peut-être un petit peu avec ma référence à la guerre d'Algérie. Mais euh, le problème, c'est que c'est d'abord une défaite morale, mais ensuite une défaite structurelle. Et vous l'avez très bien dit, euh, les, 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 tout est en retard. Parce que qu'est-ce qu'on a vu à cette occasion? On va déclarer la guerre à l'Iran, très bien, on ne contrôle pas un pays en le dominant par voie aérienne. Hein, comment est-ce qu'il s'appelait Bomber Harris hein, pendant la Deuxième Guerre mondiale hein, elle l'a parfaitement démontré, on a aplati l'Allemagne, elle n'a pas bougé, enfin, elle n'a pas bougé, le peuple allemand a continué à soutenir Hitler jusqu'au dernier jour. Donc, le problème, c'est que même ça a été fait sur la base de mensonges, c'est-à-dire que les missiles et les avions qui tiraient à distance, hein, la seule partie du territoire iranien qui a été survolée par l'aviation américano-israélienne, c'est un port. Très bien, ok, d'accord, un port sur la mer. Hein. Donc, tu parles d'une maîtrise du ciel. Ça, c'est une blague. Bon, l'Azerbaïdjan a joué un rôle extrêmement trouble qui va peut-être lui coûter cher. Mais enfin, ça, c'est encore autre chose. Mais le problème, c'est que, sur le plan matériel, l'Occident est complètement en retard et sur le plan doctrinal également. Il a une ou deux guerres de retard. Hein, à force de mener des combats et de les perdre contre des éleveurs de chèvres et des jockeys de chameaux, comme disait je ne sais plus qui, si c'était Martianov, enfin peu importe. Mais là, quand on entendait Trump dire oui, on va faire, ils vont avoir quelque chose de terrible, une guerre au sol, mais il faut enrôler 1 200 000 soldats, 18 mois pour les former. Il faut les emmener là-bas. Tu les emmènes comment? Tu les emmènes en bateau? Hein, les bateaux, comme disait Scott Ritter, là je prends des références américaines, hein, Scott Ritter disait ah ben oui, mais aujourd'hui, le naval militaire, c'est deux types de navires. Les navires de surface qui sont en tas de ferraille au fond de la mer, hein, et les sous-marins qui sont aussi au fond de la mer. C'est terminé. Pourquoi est-ce que, mais c'est incroyable, pourquoi est-ce que les Américains ont dû partir en courant et piteusement de la mer Rouge parce qu'ils avaient reçu des missiles par des va-nu-pieds.
hein, qui sont déterminés et qui se battent. Donc, c'est un constat absolument terrible, c'est-à-dire que l'Occident n'a absolument plus euh, les moyens de son arrogance, de sa volonté hégémonique, de sa volonté de gouverner le monde dans un ordre international selon les règles, c'est fini. C'est terminé. Le gendarme n'a plus les moyens de ses interventions. Et ça, la démonstration a été faite. Plus que peut-être la défaite israélienne qui finalement succède à d'autres, c'est sa vulnérabilité étant l'élément nouveau. Mais c'est une défaite de l'Occident qui est, à mon avis, terrible. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Trump, ce qui distingue Trump de ses prédécesseurs, c'est qu'il en a conscience. Mais simplement, il est lui-même dans une situation très, très difficile parce que le moindre, le, le moindre retrait, la moindre retraite militaire affichée, on a vu ce qui s'est passé en Afghanistan sous Biden. Ça tourne au fiasco médiatique, de communication, etc. Et donc, on a ce truc extrêmement curieux. Et je pense que c'est le côté homme de spectacle de Trump, c'est son expérience d'avant, où il nous fait des mises en scène. euh, il n'y aurait pas des morts à la clé, c'est d'une bouffonnerie sans nom. Je veux dire, il nous explique que c'est la plus belle armée du monde, c'est les frappes les plus précises qu'il y ait jamais eu, etc. Mais c'est en fait une façon grotesque il pousse à la limite la rhétorique occidentale globaliste et la rhétorique israélienne aussi, en la caricaturant et pour que tout le monde regarde le truc. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'arrangeait de manière pas très glorieuse avec Poutine pour voir comment on pouvait mettre fin à tout ça. Et donc, on a eu cette situation absolument étonnante où on a passé tout le dimanche à se dire, mon Dieu, mais c'est la Troisième Guerre mondiale qui est là, qui est aux portes. C'est pas possible. Les Américains ont frappé, ça y est, ils ont mis le doigt dans l'engrenage. Et en fait, Trump était en train de négocier en sous-main la fin de la guerre déjà. Et en gros, c'était, allez, on fait la frappe, on fait tout ça pour, oui, oui, bien sûr, on détruit, on anéantit le programme nucléaire, et maintenant les bombardiers rentrent à la maison. Bon, ça y est, c'est fait. C'est un peu comme, en fait, c'est une version bouffonne de ce qu'avait fait Bush après la guerre d'Irak, mission accomplie, là, quand il était allé sur son porte-avions. Sauf que Trump, il n'est pas dupe de ça, et en même temps, il est dans une situation impossible, puisque là, en l'occurrence, sans Poutine, il n'aurait pas réussi à faire plier les Israéliens, puisque les Israéliens à la fois cherchaient un répit, mais en même temps continuaient parce qu'ils sont habitués à ça, à menacer le président américain en lui disant bon, mais il faut pas nous laisser tomber, puis il va falloir reprendre la guerre. Et c'est là que Poutine, à mon avis, finement, a joué un truc très très simple, puisqu'il parlait à tout le monde le lundi 23 juin, et il a simplement laissé entendre au moment où tous les médias disaient ça y est, il a lâché l'Iran, il a laissé entendre qu'il était en train de renforcer son soutien à l'Iran. Et Trump a saisi la balle au bon et a dit aux Israéliens, vous avez intérêt à vous calmer parce que ça va très mal se finir pour vous. En fait, il pensait pour nous, Américains. C'est ça la complexité du jeu actuel, si vous voulez. C'est que Trump est une espèce de dernier recours inconscient. D'ailleurs, une partie de l'État profond s'est ralliée à lui en se disant, est-ce qu'il peut nous sauver? Mais lui-même, il n'en est pas sûr du tout parce que la situation est impossible. Si les missiles américains qui alimentent le dôme de fer ne sont pas capables d'arrêter les missiles iraniens, si un porte-avions américain est menacé, comme vous dites, par les Yéménites avec leurs missiles, certes assez performants, mais bien moins performants que ce qu'ont les Russes ou les Iraniens ou les Coréens du Nord, vous vous rendez compte, la puissance américaine, elle est nue, elle est finie. Et il ne faut Si, pas que ça si. se sache trop vite. Il ne faut pas que ça Mais se sache trop vite du point de vue américain. alors, le problème, c'est que ça se sait. Parce que nous, on est soumis au bombardement d'une propagande stupide. La France est, de ce point de vue, un des pires pays quand vous regardez les chaînes d'information, mais il faut voir aussi les autres, le service public. Moi, je vois passer des trucs sur Arte, mais stupides. Vraiment, c'est parfois vertigineux. Et, mais en dehors de ça, dans le sud global, dans la majorité mondiale, bien sûr que c'est perçu. Alors, le problème, c'est que
c'est un monde qui est en train de se créer, qui est en train de prendre la place, mais cette page qui se tourne, euh, le fait dans le chaos, et je reviens sur Trump, oui, je pense que Trump est conscient de la situation des États-Unis et son projet pour son deuxième mandat, après tout ce qu'il a subi, était MAGA, c'était finalement on se débarrasse de ces conflits, on tient compte du réel et on essaye de sauver ce pays. Hein, y compris de le sauver sur le plan économique, sur le plan financier, ce qui n'est pas gagné d'avance, etc. Et le problème, c'est que c'est très difficile. C'est pour plein de raisons. Moi, je suis ça un peu au quotidien par les journaux américains. Euh, il a des opposants, les ruptures. Il y a une guerre civile culturelle, mais pas que judiciaire, juridique, etc. Et c'est très difficile. Donc là, il a fait signer avant le 4 juillet une loi qui est, paraît-il, c'est ce que disent dans ma newsletter du, du New York Times ce matin, c'est la mise dans la loi du programme. Alors ils sont furieux hein, dans le New York Times de la mise dans la loi du programme de Donald Trump. Mais Donald Trump, dans un an et demi, il a les midterms. Qu'est-ce qui va en sortir? Pas oublier que sa majorité est très courte au Congrès. Donc, oui, je pense qu'il est conscient. Je pense mais qu'il n'a pas les moyens d'aborder les contradictions, l'américanisme qui reste puissant, ils ont du mal à considérer qu'ils sont en difficulté, ils ont du mal à considérer qu'ils ne sont pas le pays le plus extraordinaire. L'exceptionnalisme américain est quelque chose d'assez culturellement assez fort. Et donc, c'est pas évident du tout. Moi, je suis sur sa possibilité de réussir quelque chose, je suis assez pessimiste si je me plaçais du point de vue de Trump, parce que il est dans une situation, et je pense que chez tous les populistes qu'on voit en Occident qui émergent, parce que il n'arrive plus à suivre l'orientation de ces gouvernements minoritaires, je pense à l'Europe en particulier. Euh, mais le problème, c'est que les populistes qui prendraient le pouvoir vont être dans une contradiction difficilement soluble. C'est-à-dire qu'il va falloir quand même à cela leur donner des gages. Et on le voit bien chez les républicains qui étaient totalement opposés, et ils étaient nombreux. Et c'était souvent les piliers spectaculaires, des médiatiques. Ils étaient totalement opposés à cette intervention. Ils ont dit il y en a marre de ce soutien de cet État fou. Hein, c'est à peu près ce qu'il disait. Donc, le sauvetage de l'hégémon, je suis personnellement assez pessimiste. Alors, tout à fait. Ce que je disais ne préjuge absolument pas de si ça va réussir ou pas. Là, je fais les 15 secondes de publicité personnelle. Dans le courrier des stratèges, on suit de très près cette affaire de Trump, mais précisément pour montrer la complexité. Il y a eu en France une espèce d'engouement. Trump allait tout sauver, puis il allait permettre aussi à la France de retrouver sa souveraineté, etc. Mais non, il faut bien comprendre que les États-Unis sont dans la panade et Trump se débat. Et c'est compliqué. C'est d'autant plus compliqué la différence avec le premier mandat, c'est qu'il y a une partie non négligeable du réseau de pouvoir américain, du réseau washingtonien, qui s'est rallié à lui. Comme à la dernière bouée de sauvetage, ils se sont dit, c'est pas possible d'avoir Kamala Harris, c'est pas possible, on va sombrer. Donc, on préfère encore Trump. Mais on voit bien dans les réactions d'un Elon Musk, par exemple, qui est déçu parce que Trump ne fait pas ce à quoi il s'attendait, cas classique, hein, celui qui est le conseiller du prince et puis qui à un moment considère que le prince l'a trahi. Voilà. Euh, et, eh bien, on voit bien que ça tire de tous les côtés. Et Trump est peut-être encore plus menacé chez ceux qui le soutiennent que chez ses adversaires, qui sont groggy. Voilà. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. On ne sait pas ce que ça va donner. Trump peut réussir, mais il peut aussi échouer. Euh, et, euh, et ça va, et c'est très, très incertain. Et voilà, nous, en tout cas, au Corée des stratèges, on essaye vraiment de suivre ça au jour le jour pour dire, avant d'essayer de juger c'est bien, c'est mal, comprenez d'abord ce qui se passe. Et c'est compliqué, c'est très, très compliqué. Et la guerre que Netanyahou déclenche pour forcer la main à Trump,
ça a demandé à Trump énormément d'énergie pour arrêter les frais. Et moi, j'ai un seul témoignage d'un contact américain qui connaît bien l'administration Trump sans en être, mais qui m'a dit, vous n'avez pas idée de la manière dont le président est en colère après le déclenchement de la guerre. J'ai trouvé ça intéressant comme remarque. Et pas en colère contre l'Iran, on s'est compris. Hein. Donc, mon cher Édouard, nouvelle défaite de l'Occident. Alors, c'est vrai que la situation est très compliquée. Faut, si on veut comprendre, et puis on est sous pression d'une information en temps réel qui est contradictoire, où il y a beaucoup de propagande, il y a beaucoup comment dire, euh, oui, de propagande visant, c'était la fameuse déclaration de Karl Rove après la chute de l'Union soviétique, qui était un des conseillers de Clinton, disant, voilà, maintenant, c'est nous qui faisons la réalité. Hein, c'est nous qui produisons par notre communication la réalité, à vous de vous adapter. Donc oui, en Occident, on ment beaucoup, on raconte n'importe quoi. Quand on voit la caricature d'LCI, moi au début, quand j'ai commencé à faire la chaîne YouTube, ça fait un moment que j'interviens et que je suis entre guillemets influenceur désormais mis en examen, mais le c'était au début, mais c'est tellement stupide, donc c'était de la résistance. Mais si on fait le bilan de ces 3 ans, et je pense que de ce point de vue-là, on a marqué quand même beaucoup de points parce que les réseaux ont été un lieu de réinformation tout à fait décisif. Mais quand on regarde ce qui a été dit et ce qui est encore dit, mais la bêtise, le mensonge assumé. Quand vous regardez LCI, vous avez Rochebain ou il est complètement bête à manger du foin, ou bien il ment délibérément. Alors, Pujadas, sur la première alternative, j'ai pas de, il le porte sur lui, cette stupidité, mais il la porte sur lui. Mais les Yakovlev, les Pierre Servant, même les gens. Je reste 2 secondes sur LCI, mais qui continuent à dire absolument n'importe quoi. Ceux qui défendent Israël en France, c'est-à-dire qu'il y a c'est un engagement étatique chez nous. L'État français défend, soutient l'État d'Israël. Très bien, donc c'est un philo-israélisme d'État. Donc, le problème, c'est que, par exemple, dès qu'il y a une information qui vient de Gaza, par exemple, tous ces témoignages. Là, vous avez une vidéo, je crois que les Israéliens ont tué 50 personnes hier dans les files d'attente. Immédiatement, tout cet appareil vient vous dire que ce sont des inventions, que tout ça, ce sont des fakes. Alors c'est difficile parce que ça fait une pression, on hésite, on regarde, et il faut quelques jours avant que les confirmations arrivent, sauf que les confirmations, il faut se donner un peu de mal, c'est plus directement sous l'émotion, c'est la rationalité qui doit prendre sa place, mais c'est un système qui est absolument terrible. Alors, maintenant, en ce qui concerne l'avenir d'Israël, alors moi, je vais amorcer, puis je vais vous passer la parole, mon cher Edouard. Je vais amorcer, j'ai longtemps pensé que le projet sioniste pouvait devait être viable, parce que j'aime pas que les histoires finissent mal en général. J'ai eu une expérience précédente qui était celle de l'ANC. Hein, quand j'avais mes responsabilités internationales, j'ai été l'avocat sur certains dossiers, en particulier celui de l'assassinat du 6 septembre de l'ANC. Donc j'avais des rapports un peu privilégiés avec l'Afrique du Sud de l'apartheid. J'étais persuadé que ça se terminerait mal du fait de ce qu'a entrepris Nelson Mandela, ça ne s'est pas passé comme ça. Hein. Ça a été une très belle surprise pour moi. Et je me disais peut-être qu'avec Israël, et puis on a des amis israéliens, on voit bien la sensibilité des Juifs en France sur l'existence de ce que le pédiatre de mes enfants appelait c'était une belle expression avec ce que l'histoire nous a infligé. Ça, je parle de la Shoah, donc je rappelle que c'est un événement européen hein, et mené par un pays chrétien. Hein, même si les nazis étaient païens, hein, il n'empêche quand même. Et donc,
du fait de ça, on a droit à une résidence secondaire et je comprends ça tellement, quoi. Je veux dire, je comprends tellement ça. Et donc, j'espérais. C'est fini. C'est fini. Je pense que la, la chose maintenant est acquise. Euh, le projectionniste est terminé. Le projectionniste est terminé et je vais rappeler, je le fais souvent, la fameuse interview de Ben Gourion, et qui disait, bah oui, l'État d'Israël, les Arabes n'accepteront jamais, on leur inflige quelque chose au nom de la Shoah alors qu'ils n'en sont pas responsables, etc. La seule façon pour nous de pérenniser cet État, c'est d'avoir une armée puissante, hein, et de nous sécuriser comme ça. Et malheureusement, comme disait Michel Jaubert, euh, ministre des Affaires étrangères de Georges Pompidou, successeur du général de Gaulle, la logique d'Israël, c'est la guerre. Et la démonstration a été faite de cette réalité. Et là, ce qui vient malheureusement, et c'est absolument terrible, ce qui vient de se produire, c'est qu'au-delà de la guerre, Israël vient de donner sa vérité d'aujourd'hui, et qu'on ne vienne pas me dire que Netanyahou méchant, les Israéliens gentils. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On le voit bien, ils sont très divisés, sauf qu'ils se rassemblent. Toutes les études d'opinion le démontrent. Et dans Times of Israel, ils en parlent. Dans Haaretz, bien sûr, ils en parlent. Hein. Cette population se rassemble euh, sur la nécessité du massacre de Gaza. C'est impressionnant. Hein. Alors, c'est peut-être le traumatisme du 7 octobre, bon, mais aujourd'hui, c'est cette vérité-là. Hein. Je pense que le projet, il est véritablement de l'éradication du peuple palestinien, mais avec peut-être d'autres ambitions, hein, le grand Israël, etc. Donc, je pense que ce projet-là, du fait de ce qu'on a dit auparavant, c'est-à-dire de la réalité de la situation, de la géographie, de l'histoire, du fait qu'on est en présence d'un projet colonial, finalement assez classique, euh, le projet va arriver à sa fin. Je termine sur l'interview de Ben Gourion, et qui disait, voilà, moi je serai enterré dans l'État d'Israël, mais mon fils, c'est pas sûr. Et là, son interlocuteur lui dit, mais vous, le fondateur, comment vous pouvez-vous dire ça et dormir? Et Ben Gourion a répondu, qui t'a dit que je dors? Donc voilà, je pense que euh, Israël ne retrouvera pas le sommeil. Alors, effectivement, vous posez une question fondamentale. Moi, je suis allé souvent en Israël depuis 1989 et j'ai vu deux choses. J'ai vu d'abord les divisions croissantes de la société israélienne. C'est très, très frappant avec des avis de plus en plus opposés. Mais pour prendre simplement aussi les contradictions chez les mêmes individus. Euh, ce qui est toujours le plus important. Alors, je n'y suis pas retourné depuis 2018, il y a eu le Covid, et puis ensuite, il y a eu le 7 octobre et la suite, mais en 2018, j'avais quitté Israël, j'avais terminé une visite en Israël en pensant, euh, il y a une contradiction qui devient insoluble. On ne peut pas prétendre être la Startup Nation et une Californie à l'est de la Méditerranée et être en guerre permanente avec ses voisins. C'est pas possible. Il y a un truc, ça va basculer d'un côté ou de l'autre. Euh, et à l'époque, je me posais la question de savoir s'il y avait une rationalité qui pouvait se mettre en place parce que le groupe avec lequel j'étais, on a eu des conversations extrêmement intéressantes, par exemple au ministère des Affaires étrangères. Et j'avais été frappé de voir comment la Russie, l'intervention de la Russie en Syrie depuis 2015 était devenue un élément de l'équation important pour les Israéliens, puisque un de nos interlocuteurs nous avait dit l'avantage avec les Russes, c'est qu'ils parlent avec tout le monde, à la différence de nous. Et donc, quand nous devons faire passer un message aux Iraniens, on le confie aux Russes parce qu'on est sûr qu'il arrive. Bon. Et là, je m'étais dit, tiens, est-ce qu'il y a une forme de rationalité qui se met en place? Mais en fait, ce qu'on a vu depuis le 7 octobre, c'est que l'irrationalité la plus totale l'a emporté et a repris le dessus, et même avec une rage destructrice qui est effectivement stupéfiante. Mais d'une part, ça rejoint ce que vous dites, c'est que cette société qui est de plus en plus divisée n'a plus qu'un dénominateur commun,
c'est sa haine des Palestiniens. Et c'est ça qui est terrible, qui est gravissime, avec les conséquences que ça a sur le terrain. Et la deuxième chose, je crois, puisque vous rappelez la période fondatrice et Ben Gourion, et il est certain que les colons israéliens qui s'installent, les colons juifs qui s'installent et qui créent l'État d'Israël, ils ont un sentiment très fort de leur supériorité, de leur avance en matière éducative, technologique, leur capacité à concevoir une modernité propre qu'ils installent sur un territoire qu'ils ont d'ailleurs en partie saccagé, il faut bien le dire aussi, hein. L'écosystème qui était la Palestine a été très bouleversé par les façons de faire. Euh, Si on ajoute aujourd'hui les centaines de milliers de tonnes de béton qui ont servi à faire le mur, enfin, c'est absolument terrible quand on voit ça aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe le 7 octobre? C'est ça qui est, je crois, le traumatisme le moins exprimé, mais le plus important, si on se passe du point de vue des Israéliens. C'est que tout d'un coup, ils n'osent pas se le dire, mais ce qu'ils constatent, c'est que les Palestiniens de Gaza ont pu monter une opération euh, extrêmement sophistiquée, extrêmement raffinée, avec la capacité à percer leur technologie. Et pourquoi? Mais parce que les Palestiniens sont devenus aujourd'hui aussi éduqués que les Israéliens, et peut-être même stratégiquement supérieurs. Bon, alors je dis des trucs horribles, je vais sans doute me faire agonir d'injures parce que je dis des trucs pareils. Mais au fond, alors ça nous amène à la question centrale. L'intérêt aujourd'hui, et la référence à l'Afrique du Sud est intéressante. L'intérêt, ça serait de dire on arrête les frais, maintenant on est tous égaux dans un seul État, l'apartheid c'est fini, et on trouve les bons interlocuteurs pour discuter. Mais si vous comparez avec l'Afrique du Sud, il y avait une vraie intelligence du côté de Klerk et des autres. C'est eux qui ont tendu la main, qui ont fait sortir Mandela de prison. Et Mandela est un personnage effectivement tout à fait extraordinaire, qui a su être à la hauteur de l'histoire. Donc, on a eu. Est-ce que l'Afrique du Sud, malheureusement, c'est pas une situation assez unique de sortie de quelque chose, alors, et qui peut malheureusement difficilement faire école en Israël. Après, ben, si vous voulez, les Blancs d'Afrique du Sud ont commis beaucoup d'horreurs vis-à-vis des Noirs, mais ils n'ont jamais mis en place un génocide. Et le génocide des Palestiniens, il n'est pas pardonnable du point de vue des Palestiniens. Donc, un seul État, la fin de l'apartheid, etc. Alors, deux États, sauf que, comme vous le disiez à l'instant, le sionisme n'a plus de cohérence interne, il ne sait plus pourquoi il se bat. Je pense que nous venons assez naturellement de familles où on a admiré le courage des premiers sionistes, leur volonté de construire quelque chose. Et puis, il y avait cette sortie de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, du génocide des Juifs, etc. Donc, il y a eu un fort élan de sympathie, puis il y avait l'idée que ça faisait du sens. Mais aujourd'hui, ça ne fait plus de sens. Donc, en fait, il faudrait que les Juifs qui vivent en Israël inventent un nouveau logiciel. Mais est-ce que vous pouvez faire ça en pleine guerre? Oui, mais il faut qu'ils inventent. C'est trop tard. C'est trop tard. Vous dites une chose, juste avant une chose importante pour moi. Moi, je suis quelqu'un qui a été profondément marqué par l'Holocauste, la Shoah, appelons-la comme ça, c'est pratique, euh, et qui porte une forme de culpabilité occidentale, hein, sur ce qui a été fait à ce moment-là, et pour la France en particulier, où, bon, c'était effectivement la guerre, le comportement d'une partie des élites françaises, un antisémitisme arrivé dans les fourgons de l'étranger, il ne faut pas l'oublier, hein, qu'en 1936, la France élit comme président du Conseil, chef de l'exécutif, un juif, hein, c'était Léon Blum. Donc, j'avais pas de complexe comme ça, mais quand même, quoi, ce qui a été fait, c'est-à-dire toute la puissance industrielle d'un pays essentiel de l'Occident, a été mis au service de l'extermination de populations entières sur la base de critères débiles, quoi. Non, c'est terrible et c'est un truc qui m'a profondément
profondément marqué. J'avais lu très tôt, j'avais une quinzaine d'années, le livre de Robert Merle, La mort est mon métier. C'est comme ça que j'ai découvert la chose. Bon, après, La mort est mon métier, c'était une espèce de biographie du commandant de Rudolf Hess, commandant du camp d'Auschwitz. Et donc, Oui. après j'ai pas mal étudié ces choses-là. Et donc, c'est clair que la création de l'État d'Israël, les premiers temps, le côté pionnier, le film Exodus que j'avais vu, tout ça a été marquant. On s'est dit, mais quand Mhm. même, quoi, vu ce qu'ils ont subi, il leur faut un endroit de protection et tout. Et malheureusement, je dis malheureusement, je pense que le verre était dans le fruit dès le début. Quand on relit les textes du congrès de Lausanne euh, à la fin du 19e siècle, sur la volonté de créer Israël, c'était dès le départ un projet colonial, malheureusement, et qui a été, je veux dire, mis en place à contre-histoire, quoi. Hein. Après la Deuxième Guerre mondiale, ça a été la décolonisation partout. Et aujourd'hui, malheureusement, ça, je trouve ça absolument terrible, c'est-à-dire que la vérité d'Israël, c'est ce qu'il est en train de faire à Gaza, quoi. Hein. Et on le voit bien, là, soi-disant, armée la plus morale du monde, mais c'est plus que grotesque, quoi, quand on voit comment les gars se comportent, les photos, les selfies, comment ils s'exhibent, le mépris. Puis pour ceux qui connaissent un petit peu la région, hein, nous avons eu des discussions à ce sujet, mon cher Édouard, hein, c'est tout à fait détestable. C'est tout à fait détestable. D'ailleurs, c'est intéressant d'ailleurs parce que tout à l'heure on parlait de la dimension militaire d'Israël. Moi, il y a une chose qui m'a toujours frappé. Vous savez que j'appartiens à une famille de militaires, donc cette culture, je la connais, puis je connais pas mal de gens. Le militaire Euh, illustre dans l'histoire de France. L'admiration pour Israël militaire, c'est-à-dire peut-être après 67, avait bien disparu. Moi, j'ai Mm. rencontré, je parle pas des militaires, des généraux de temps de paix qui ne sont d'abord et avant tout que soumis au pouvoir d'aujourd'hui, par exemple, mais l'image d'Israël est profondément négative hein, dans l'armée française qui me semble compter. Bon, c'est très personnel ce que je dis, hein, c'est un témoignage, il n'y a pas, je pense, d'études, mais j'ai des gens qui ont été beaucoup, hein, ceux qui avaient été au Liban aussi, après la guerre de 82, qui avaient, bon, avec les conséquences sur le terrain, comment dire, la popularité de l'armée israélienne n'est pas bien élevée. Euh, mais je veux dire aujourd'hui, c'est cette réalité-là. Alors, vous l'avez dit, c'est pas compatible euh, avec l'existence d'un pays qui est un pays très occidentalisé, qui est un pays, je veux dire, culturellement, il y a la question religieuse, hein, qui est quand même très importante aussi, euh, qui est à un endroit impossible, et surtout dans un endroit où on n'en veut pas. Parce que la vraie question, c'est qu'on a dit, on va s'installer là, et il suffit de lire les premiers textes, hein, et les Palestiniens, musulmans et chrétiens, devront partir. Hein. Donc ça, et nous, on va faire notre État-nation, parce qu'il faut que les Juifs aient un État-nation. Cette conception, elle est fin 19e, c'est-à-dire au moment où l'État-nation territorial devient la forme de la prise du pouvoir des bourgeoisies dans le monde entier, qui ont le pouvoir économique et qui prennent le pouvoir politique, dans tout le processus qui commence d'ailleurs avec la Révolution française. Donc ça, c'est mon approche. Mais donc il faut un État-nation pour les Juifs parce que partout on fait des États-nations territoriaux et on dit aux Juifs, mais vous n'en serez pas, vous n'aurez pas le vôtre. Hein. Et ça va jusqu'à l'Holocauste, qui est cette horrible logique qui est amenée au bout. Bien, donc la réponse, c'est un État-nation euh, territorial juif, mais qui en 2018 devient un État ethnique, c'est-à-dire un État-nation des juifs. Et cette liaison est absolument terrible. Et donc la vérité aujourd'hui, c'est que effectivement, cette vision ethnique aboutit à une situation qui est celle qui est décrite, et cette formidable défaite morale de l'Occident, parce que bon,
le premier responsable, c'est Israël, mais pour moi, le pire, c'est le soutien occidental. C'est le soutien occidental, l'absence de critique. On va en parler un petit peu en ce qui concerne les chrétiens français. Mais je pense que c'est pour ça. Je pense que c'est dans une impasse. Bientôt, plus grand monde ne va les soutenir. C'est pour ça que, bon, moi, je renvoie à mon article concernant la fin de la guerre d'Algérie. Alors, je ne sais plus qui a dit que Netanyahou, c'était l'OAS, une OAS qui a réussi. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai bien connu cette guerre d'Algérie. Je me rappelle parfaitement, pour tout un tas de raisons, parce que j'étais immergé là-dedans, qu'à 2 ans de l'indépendance, les tenants de l'Algérie française, pieds noirs, mais politiques, économiques, étaient persuadés, je dis bien, que l'Algérie française, c'était pour longtemps. À 1 an, quand il y a eu la fameuse tentative de coup d'État du 22 avril à Alger, ces gens-là croyaient dur comme fer que ça durerait. Ils ont pris la conscience quand ils ont mesuré 2 choses. Premièrement, que le terrorisme, hein, les feux du désespoir, hein, comme on les appelait, n'allaient déboucher sur rien, hein, et que l'indépendance était inéluctable. Et deuxièmement, que cette façon dont ce conflit s'était passé, surtout dans cette dernière phase-là, hein, avait créé des conditions qui rendaient impossible la cohabitation entre les pieds noirs. C'était la conscience des pieds noirs, hein, peut-être à tort, je ne sais pas, hein, mais encore que, et qui ont dû partir très très vite et qui ont été mal accueillis, parce que effectivement le soutien de la métropole avait été trop important trop longtemps. Il y avait une défaite morale de la France aussi, hein, par rapport à la conduite de cette guerre. Et je veux dire, la métropole a considéré que c'était de la faute des pieds noirs, ce qui n'est pas vrai. Hein. Donc voilà. Euh, je ne sais pas comment ça va se terminer, je ne sais pas le temps que ça prendra, mais je pense que euh, tel qu'il est l'État d'Israël ne survivra pas. Et si vous me permettez, je voudrais insister sur quelque chose. Vous avez tout à fait raison concernant la Shoah. Et d'ailleurs, moi, j'ai consacré plus de la moitié de mes travaux, de mes publications universitaires à ce sujet. Et j'ai toujours pensé, je pense encore, que c'est central dans l'histoire de l'Europe. Euh, mais là où je crois il y a eu une étonnante entourloupe, c'est la manière dont les fondateurs de l'État d'Israël, qui au fond n'avaient pas été extrêmement émus par ce qui arrivait à leurs coreligionnaires d'Europe. Ils avaient même à un moment, certains d'entre eux avaient négocié avec les nazis parce qu'ils se disaient s'il y a une persécution nazie, ça nous permettra d'avoir plus de gens chez nous. Bon, si vous regardez cette situation-là, si vous regardez aussi que la communauté juive américaine, il y a un livre extraordinaire qui s'appelle The Abandonment of the Jews, l'abandon des Juifs. La communauté, les cadres de la communauté juive américaine n'ont pas du tout fait pression sur Roosevelt pour qu'il fasse pression sur les nazis. Il y aurait eu des moyens de le faire pour limiter ce qui se passait. Et donc, en fait, on a une situation très complexe où euh, les Juifs d'Europe, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont été les victimes de l'indifférence du reste du monde et d'un certain héritage de la culture européenne dont vous parlez. Mais par ailleurs, après la guerre, il y a bien eu un afflux de réfugiés, effectivement, ça on est tout à fait d'accord, et avec des gens qui ont pensé qu'Israël était, pour eux, la meilleure façon de se défendre contre le risque d'un nouvel holocauste, d'une nouvelle Shoah. Euh, pour autant, il y a eu, je trouve, une insupportable instrumentalisation du sujet par les dirigeants israéliens successifs pour légitimer leur façon de faire vis-à-vis des Palestiniens. Et pour faire pression, c'est-à-dire que sachant très bien où il y avait la culpabilité, et elle est réelle, elle est nécessaire, le sentiment de culpabilité en Europe et même aux États-Unis, parce que les Américains ont quand même pas beaucoup bougé, hein, faut pas oublier la conférence d'Évian. Roosevelt dit on accueillera 100 000 personnes. Le reste des pays qui sont là, donc je rappelle la conférence d'Évian, c'est
en juillet 38, et c'est l'idée comment est-ce qu'on fait pour accueillir le maximum de juifs persécutés par l'Allemagne nazie? Et tout le monde attend que Roosevelt ouvre grand les portes. Et Roosevelt dit on en prendra 100 000. Donc les autres disent ah bah si Roosevelt n'en fait que 100 000, nous on va faire moins. Bon, donc il y a ce sentiment très profond de culpabilité, mais qui a été au bout d'un moment totalement instrumentalisé. Et au lieu, on le voit d'ailleurs, c'est ça qui est absurde dans le débat actuel. Et encore une fois, je n'accuse personne, je veux pas désigner un tel ou un tel à la vindicte, mais soit l'enseignement de la Shoah débouche sur des questions universelles, c'est-à-dire bah, un peuple, une culture peut commettre des trucs horribles. Mais à ce moment-là, la question, elle est universalisable et elle se pose à propos de tous. Soit on se livre à l'instrumentalisation qui a été faite par certains, consistant à dire ah non mais la Shoah permet à un gouvernement qui a créé tel ou tel État de faire ce qu'il veut, puisque de toute façon, le crime qui a été commis est incommensurable et nous, ça nous rend indemnes de toute critique. Alors, je rappelle, c'est pas les mêmes quand même. Je veux dire, les Juifs d'Europe, c'était les cousins, certains étaient les ancêtres des survivants, mais enfin, là encore, il faut de la clarté. Et de même, il faut jamais se lasser de rappeler qu'il y a beaucoup de juifs dans le monde qui sont horrifiés par ce que commettent les juifs vivant en Israël. Effectivement. Et donc, il ne faut surtout pas pratiquer d'amalgame. C'est pour ça d'ailleurs que moi je trouve que tous ceux qui fixent le débat sur l'antisémitisme, c'est absolument indigne de faire ça. Parce que la question n'est pas du tout une question d'antisémitisme. Il y a des tas de juifs dans le monde qui sont antisionistes, qui critiquent Israël, ou même des juifs pro-sionistes, mais qui disent, mais là, ça devient n'importe quoi. Il faut avoir en tête la complexité, en fait, de ce sujet. Alors, pour moi, le pire concernant ce sujet, euh, effectivement, euh, sur le fait qu'Israël, et vous l'avez rappelé, vous êtes un érudit de cette question. Je vais juste y ajouter un tout petit quelque chose sur la façon dont Israël a accueilli les survivants de la Shoah. Ça a été une découverte. Il y a un livre de Tom Segev, qui est un survivant, qui s'appelle Le Septième Million, et qui montre qu'ils n'ont pas été bien accueillis. C'est assez étonnant. C'est assez étonnant. Et donc, bon, pour moi, dans tout cela, le pire, c'est que ceux qui procèdent à ce génocide, parce que c'en est un, et ceux qui le soutiennent, ont détruit euh, le capital indispensable que constituait l'Holocauste, la Shoah. C'est un événement unique, c'est-à-dire que des génocides, il y en a eu dans l'histoire, hein, mais celui-là, c'est la puissance d'un pays industriel les plus civilisés du monde, civilisé entre guillemets à l'époque, hein, qui fait le crime des crimes. Bon, et ça, ce capital, il était indispensable, mais l'avoir mis au service d'une autre cause, et la pire, c'est-à-dire qui permet d'exonérer les autres crimes de leurs responsabilités, mais c'est tellement impardonnable, enfin, pour quelqu'un comme moi. Alors, mon Hum, cher Édouard, maintenant, je vais vous asticoter, hein. Je suis désolé, mais on en avait parlé hum. avant, hein, justement, à propos de ceux qui ont soutenu et qui ont prêté la main à cette destruction du capital indispensable de la Shoah, c'est la communauté, alors peut-être médiatique, hein, mais la communauté chrétienne catholique en France. Moi, je suis scandalisé, mais profondément scandalisé. Alors, attention, hein, je suis issu de cette matrice catholique, hein, le nom que je porte le démontre, mais je ne suis pas croyant du tout. Et quand je constate que cette communauté, par l'expression de ses représentants ou de ceux qui se revendiquent catholiques, ont été infects. Alors je vais donner deux noms, puis je vais m'arrêter là parce que
Ce serait une litanie. Hein. Je pense à quelqu'un avec qui j'ai travaillé, qui passe son temps à étaler ses engagements religieux, etc. Hein, c'est Eugénie Bastier. Eugénie Bastier qui a passé son temps pendant ces mois à publier sur les réseaux des photos de ses propres enfants, mais pas une photo, hein, n'est-ce pas? Pas une photo. Vous voyez, je suis en colère là. Pas une photo des enfants de Gaza. Hein. Alors là, non, non, non. Hein. Pas une fois il y a eu l'expression d'une compassion. Hein. Quelques réserves là récemment. Hein. Pas une fois une compassion. Uniquement la réaffirmation. Israël a le droit de se défendre. C'est-à-dire qu'on avait, enfin, bon sang de bonsoir, en Terre Sainte, excusez du peu, on avait un massacre d'innocents. Hein, puisqu'on est à 20 000 enfants, hein, et probablement 6 000 en dessous d'un an, hein, donc âgés de moins d'un an, et là, rien. Rien, si ce n'est le soutien permanent. Le soutien permanent de toutes ces petites équipes. Là, c'est des jeunes, hein, Eugénie Bastier, puis tout ce qui l'entoure, qu'on a trouvé sur CNews, etc., hein, qui passent leur temps à revendiquer leur catholicité, hein, et qui n'ont pas eu le moindre réflexe. Euh, et puis, il y a l'infect François-Xavier Bellamy. Alors ça, lui, c'est le petit homme soja, je suis philosophe, chrétien, etc. Hein. Il a mis en scène son arrivée rue Saint-Guillaume à Sciences Po. Là. Il s'est fait filmer par derrière, on avait l'impression de Clint Eastwood, mais enfin, c'est pas le même calibre, hein, à tout point de vue d'ailleurs. Hein. Et tout le temps, c'est de la faute du Hamas, Israël a le droit de se défendre, etc. Et l'autre catho revendiqué, qui n'a jamais eu un engagement, un mot au Parlement européen, etc., pour venir dire c'est pas possible ce qui se passe là-bas, ou simplement exprimer de la compassion. Alors ma question, elle est très simple, mon cher Edouard. Maintenant, j'ai envoyé 2 missiles sur 2 personnalités, mais il peut y en avoir d'autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, attendez, j'ajoute un peu, de façon très indiscrète, que vous êtes vous-même un chrétien fervent. Donc, J'essaye, oui. Vous savez, je n'ai pas, moi, j'ai grandi dans la tradition française de respect de la laïcité, donc pendant longtemps, j'ai jamais affiché mes convictions religieuses. Quand on me les demandait, je ne les cachais pas, mais je les affichais pas spécialement. Et puis j'ai commencé à les afficher il y a un peu plus de 10 ans, parce que je me suis dit, alors je vais parler de la Palestine après. Le débat avec les musulmans qui sont désormais nombreux sur le sol de France et dans la société française, il est mal mené. Personne ne sait très bien ce que c'est que l'islam, personne ne sait très bien ce que c'est que la laïcité. En revanche, moi j'ai remarqué une chose, c'est que quand je parle avec un musulman de bonne foi et où on parle des grands sujets, il se met à me respecter quand je lui dis que je suis catholique pratiquant. Parce qu'il comprend que je vais le comprendre. Il est religieux, moi aussi, on peut s'en parler. Donc j'ai commencé à ce moment-là à dire, bah, c'est salutaire pour l'avenir de la société française. S'il faut afficher qu'on est ce qu'on est, parce que ça permet à d'autres de s'intégrer, et déjà s'intégrer par le dialogue, autant le faire. Bon. Et puis alors là, il se trouve qu'avec ce qui s'est passé le 7 octobre et après, j'ai eu à l'afficher peut-être encore plus, et vous faites allusion au fait que sur X ou bien dans le courrier des stratèges, j'ai pris position et j'ai pris position, je ne m'en cache pas, de manière très virulente contre beaucoup de mes co-religionnaires. Vous avez donné deux noms qu'il m'est arrivé de critiquer, il y en a malheureusement d'autres, et j'ai fait ça, si vous voulez, pour beaucoup de raisons. Mais d'abord parce que il me semble qu'on est, et là je pèse mes mots, on est chez beaucoup de catholiques français, y compris dans la hiérarchie épiscopale, on est au bord de l'apostasie. C'est-à-dire que quand ne pas dénoncer ce que fait le gouvernement Netanyahou à Gaza, c'est c'est presque avouer qu'on ne croit plus au Christ. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour moi, l'un des passages les plus magnifiques des évangiles, c'est le jugement dernier où le Christ dit, quand le Fils de l'homme, il se désigne lui-même, reviendra à la fin de l'histoire, eh bien, il rassemblera tous les hommes
Et aux uns, il dira, j'étais nu, vous m'avez habillé, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'étais en prison, vous m'avez visité. Et, dit-il, les gens concernés viendront le voir, lui disant, mais Seigneur, Seigneur, quand est-ce qu'on a fait ça? Et il dit, quand vous l'avez fait aux plus petits d'entre vous, c'est à moi que vous l'avez fait. Et il dit au contraire, donc il bénit à l'avance ceux qui pratiqueront une charité absolue, même sans comprendre toujours ce qu'ils font, et il maudit à l'avance, il y a évidemment le symétrique dans ce type de construction des récits, des évangiles qui sont des lieux communs, diraient les critiques littéraires, de la pensée sémitique, justement, hébraïque, mais on retrouverait la même chose dans le Coran. Eh bien, il dit, bah, et maudit soyez-vous qui n'avez pas fait le bien aux plus petits. Bon. Et pour moi, si vous voulez, quand j'entends dire, de toute façon, les Palestiniens, c'est des musulmans et Israël a le droit de se défendre et la civilisation judéo-chrétienne, etc., pour moi, c'est de l'apostasie en marche, parce que c'est le devoir de charité qui est universel. Vous- je, Peu importe, je veux dire, le dilemme pour tout chrétien, c'est précisément dans une situation extrême comme ça, de savoir si, même chez son ennemi, il reconnaît un frère humain. Et c'est pas facile, mais ça fait plus de 2000 ans qu'on se pose la question et on n'arrive pas toujours à résoudre. Mais au moins, les principes sont là. Et alors, la deuxième chose, moi, qui m'a effaré, si vous voulez, c'est que c'est vrai que j'aime la Terre Sainte. J'aime cette terre où effectivement le peuple d'Israël biblique s'est installé, où le Christ est né, s'est promené. Euh, je, je dis qu'il est mort et ressuscité, et je sais où, et je sais que l'église du Saint-Sépulcre, c'est l'endroit plus important pour un chrétien. C'est même plus important que l'église Saint-Pierre de Rome, que la basilique Saint-Pierre de Rome. Bon. Et j'ai vu là le silence des gens dont vous parlez et de beaucoup d'autres face aux chrétiens de Gaza. Je veux dire, les Palestiniens, il n'y a pas que des musulmans, il y a aussi des chrétiens. Alors, j'entends tout de suite la réponse de ceux qui me disent, oui, mais il y a très peu de chrétiens aujourd'hui à Gaza. Alors attendez, Ok. attendez, Édouard, je vous interromps une seconde parce qu'au montage, je vais mettre quelque chose. Donc, on va se faire un petit arrêt parce que je rajoute à ma diatribe, hein, Hmm. et ne voyez pas dans ma colère, hein, l'expression d'autre chose qu'un fait culturel, hein, parce qu'on va se dire, et voilà, il reproche au Cato, c'est qu'en fait, peut-être chez lui, il y a encore des choses. Non, non, n'utilisez pas cet argument, mais ce que je veux dire, c'est que ils ne se sont pas non plus prononcés du tout euh, comme une solidarité chrétienne. Ceux qu'ont fait les attaques de villages en Cisjordanie, de villages chrétiens, les chrétiens qui se font cracher dessus tous les jours. Et la petite vidéo que je vais mettre, c'est une petite vidéo qui a été tournée dans une école catholique de jeunes filles à Jérusalem, hein, et où toutes les jeunes filles dansent et chantent. Notre sang sera toujours palestinien. Hein, et ce sont des chrétiens catholiques qui sont là. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم والله أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني
parole et je repose ma question, mais pourquoi cette défaillance? Et alors, donc, je finis juste en disant que quand on aime la Terre Sainte, on sait le rôle que les chrétiens continuent à y jouer. Alors, je veux bien qu'on me dise qu'ils sont plus qu'un millier à Gaza, un peu plus peut-être. Ils ont d'ailleurs eu les mêmes taux de perte que les musulmans à Gaza, hein. Bon. Mais enfin, en Cisjordanie, il y a une population chrétienne importante. Il y a aussi tous ceux qu'on appelle les Arabes israéliens, qui sont des citoyens israéliens de culture et de nationalité antérieure palestinienne. Euh, on a une situation qui est totalement absurde. D'ailleurs, quand on connaît l'histoire des Palestiniens, il y a eu aussi des athées, des marxistes. Donc, l'histoire du combat judéo-chrétien pour la civilisation, etc., c'est une imposture. C'est une imposture. Alors, je parlais d'apostasie. Effectivement, je crois que beaucoup, ça dit un peu où en est la croyance réelle, en fait, la foi réelle, et le fait qu'elle est devenue extrêmement superficielle ou que c'est un effet d'affichage. Bon, Emmanuel Todd serait là, il nous parlerait des catholiques zombies. Je lui laisse ce concept, qui est pas mauvais d'ailleurs, qui a son utilité. Bon, mais alors pourquoi? Ben, je crois d'abord, si vous voulez, qu'il y a quelque chose de totalement irréfléchi, mais réel, et vous y avez fait allusion, c'est la culpabilité vis-à-vis de la Shoah. Effectivement, il y a beaucoup de chrétiens qui se sont demandé sincèrement quelle était la part du christianisme dans ce qui s'était passé entre 1933 et 1945. Sauf que cette question-là, elle a été traitée à fond, et je trouve de manière extrêmement intéressante par d'abord tout le travail fait dans l'entourage du pape Pie XII qui explique l'origine du document Nostra Aetate, enfin du paragraphe consacré aux relations avec les Juifs. Ça a été fait ensuite par les successeurs, et puis Jean-Paul II qui a énormément parlé de ce sujet, qui a trouvé les mots justes pour exactement identifier la part de responsabilité des chrétiens et, par ailleurs, les questions universelles, les enseignements universels qu'il fallait tirer de la Shoah. Donc, à partir de là, sans mauvaise conscience exagérée, sans bonne conscience pharisienne, on doit arriver à avoir un équilibre et puis surtout ne pas se tromper. Ne pas se tromper, c'est que la question n'est pas simplement les juifs et les chrétiens ou les juifs et les européens, c'est la question de l'universalité du mal quand on est chrétien. Tout homme, bon, le christianisme, on aime ou on n'aime pas, mais depuis les pères de l'Église et depuis saint Paul, on sait que tout homme est divisé et il a une inspiration au bien et une capacité indéniable à faire le contraire de ce qu'il voudrait faire, dit saint Paul. Je, je, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas, dit saint Paul dans une de ses épîtres. Bon, alors on peut considérer que c'est une vision pessimiste de la nature humaine. Malheureusement, on voit bien dans l'histoire de tous les peuples européens, de tous les peuples du monde, le même peuple peut, à une génération, commettre des actes héroïques et aux générations suivantes commettre des choses horribles. Et peut-être même dans la même génération, il peut y avoir des gens extraordinaires et des gens réprouvables. Et puis même, quelquefois, certains individus ont été des héros sur quelque chose et puis ils ont commis des erreurs, des horreurs ailleurs. Donc, il y a tout ça. Mais je pense qu'il y a aussi des choses qui sont plus évidentes, un manque de courage, parce que effectivement, il faut aller contre les médias, contre la pensée dominante. Il faut accepter éventuellement de perdre des petits avantages, de plus avoir son émission, de plus Oui, être mais invité sur Édouard, on n'est CNews. pas obligé de faire du zèle non plus, hein, n'est-ce pas, monsieur Alors, Bellamy? je suis d'accord. Et il y a un dernier élément qui est absolument terrible, c'est, je crois, la prégnance de courants qui sont au départ des courants protestants américains qu'on appelle l'évangélisme sioniste, avec cette confusion entre l'Israël actuel et l'Israël biblique, et, et qui aujourd'hui ont déteint sur une partie des catholiques, qui ont fini par réfléchir dans les mêmes termes. D'ailleurs, un Foluquet comme Bellamy, qui est sans doute un honnête professeur de philosophie, mais ça va pas beaucoup plus loin, et qui a beaucoup perdu depuis qu'il est entré en politique, au fond,
c'est ce qu'il nous répète. Il parle de l'Israël d'aujourd'hui comme si c'était l'Israël biblique. Et là, on a un vrai sujet. Alors, pour finir, je dirais que c'est d'autant plus étonnant quand on voit le cas des catholiques que on a un exemple magnifique qui a été celui du pape François, qui aujourd'hui s'est confirmé. Il en parlait peu au début, puis ça a fini par se savoir et on l'a su définitivement après son décès. Il appelait tous les soirs la paroisse catholique de Gaza pour prendre des nouvelles. Et c'était pas simplement, pour lui, c'était le point d'entrée. C'était la façon de dire aux Israéliens aussi, vous savez, je sais ce qui se passe là-bas et j'ai des nouvelles et j'ai des témoins sur place. Donc faites attention. Bon, alors c'était petit, mais on a même une vidéo où on le voit en train de téléphoner et en train de plaisanter avec les enfants. Et le pape Léon me semble continuer sur la même ligne d'une autre manière, hein. Je sais que j'ai des sources à Rome et je sais que la diplomatie pontificale est très active. Et vous savez, euh, j'ai assisté il y a quelques mois à un entretien tout à fait extraordinaire relevant du dialogue judéo-chrétien, mais où du côté juif, il y avait certains, je dis pas tous, hein, mais certains qui disaient, ah oui, mais vous, l'Église, là, il faut changer parce que vous continuez à parler des territoires occupés, vous continuez à dire qu'on a tort de faire ce qu'on fait aux Palestiniens. Quand même, Dieu nous a donné cette terre. Bon, eh ben, je peux vous dire qu'en face, les évêques ou les cardinaux qui étaient là, ils sont bien formés, hein, et ils ont dit, attendez, attendez, on ne va pas confondre l'Israël biblique et l'Israël d'aujourd'hui, ce sont deux questions différentes. Et d'autre part, il y a quelque chose, j'ai vu un éminent interlocuteur juif se faire ramasser de ce point de vue-là, en toute courtoisie et en toute amitié. Mais on lui a rappelé qu'il y avait quelque chose qui s'appelait le droit international. Et l'évêque qui était là lui a dit, euh, Monsieur le rabbin, vous savez, vous êtes en train de demander à l'Église catholique de cesser de respecter le droit international. Ça me paraît quand même très difficile. Euh, je pense qu'effectivement, on va arriver à cette conclusion. Le pape, le nouveau pape, euh, c'est pas mes affaires, mon cher Édouard. Je suis un peu réservé sur le pape américain, mais je regarde, si vous voulez, c'est un personnage international important, hein, donc euh, j'attends pas ce qu'il va dire pour me déterminer. Bon, j'ai vu effectivement que dans ces dernières interventions très très fermes sur Gaza, sur ce qui se passe en Israël, il parlait systématiquement du droit international. Ça me semble être quelque chose de tout à fait positif. En revanche, ses positions concernant la guerre en Europe centrale sont plus discutables. Elles sont très très alignées sur le discours que je considère un peu néoconservateur américain. Mais enfin bon, c'est comme je me répète, c'est pas mes affaires. Bon, donc voilà. Eh bien, Édouard, merci. Merci de ces précisions et euh, je suis ravi. Ça fait un peu retomber un peu ma colère, hein, concernant cette défaillance. Bon, ce serait peut-être bien que cette église dont vous parlez, et je pense à ses évêques, etc., soit un peu plus prolixe. Alors attention, hein, peut-être qu'il s'exprime, mais que ça passe pas le filtre, Non, le alors, filtre je peux vous dire, d'une puisque propagande totalement au service d'Israël. s'il nous reste 2 minutes, Oui, je vais faire une comparaison historique. Moi, vous savez, j'ai travaillé sur la Deuxième Guerre mondiale, j'ai travaillé sur la Shoah, j'ai aussi beaucoup travaillé sur le pape Pie XII et ce qu'il a fait ou pas fait vis-à-vis des Juifs. Bon. Et on s'aperçoit qu'effectivement, il y a eu euh, peu de déclarations. Mais pourquoi? Parce qu'à l'époque, l'Europe était en guerre et il y avait l'idée qu'il ne fallait surtout pas perturber le travail des innombrables catholiques qui protégeaient des juifs, les cachaient. Par exemple, les communautés religieuses, par exemple, les évêques qui intervenaient, etc. Dans toute l'Europe, hein, là je parle de toute l'Europe, l'Europe occupée. Bon. Et donc, dans le cas de la Deuxième Guerre mondiale, aujourd'hui, le dossier, les archives au Saint-Siège sont ouvertes, le dossier est positif, malgré ce qu'on a pu écrire, ce que les historiens ont pu écrire à une certaine époque, et on a un argumentaire cohérent qui consiste à dire oui, il valait mieux se taire pour agir secrètement. Et de fait, ils ont agi secrètement à l'époque. Et ils ont sauvé beaucoup de monde.
D'ailleurs, vous lisez les témoignages de Golda Meir et d'autres juste après la guerre, et ils ont tous rendu hommage à l'action discrète mais efficace de Pie XII, de Roncalli qui était légat à Istanbul et qui devient ensuite le pape Jean XXIII, etc. Et alors là, ça m'a amusé parce que certains de mes interlocuteurs, des gens qui connaissent bien les évêques ou qui parlent avec eux, m'ont dit, mais oui, mais là, c'est exactement la même chose. On se tait parce qu'il faut pouvoir intervenir. Ouais, ok, là, je parle des évêques français, hein. Pardonnez-moi, mais il a fallu que le patriarche de Jérusalem, l'extraordinaire, l'admirable cardinal Pizzaballa, proteste après que des snipers israéliens avaient tué des Palestiniens dans l'enclos dans le cloître de l'église catholique de Gaza, pour que très timidement la conférence des évêques de France dise quelque chose. Alors ensuite, il y a un travail fait par des associations catholiques ou autres. Sauf que la réalité, c'est on n'est pas la France n'est pas occupée autant que je sache. Il n'y a pas la Wehrmacht qui menace éventuellement l'épiscopat français s'il prend la parole. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous menace? Rien du tout. Et, et qu'est-ce qui empêche d'intervenir? Qu'est-ce qui empêche de relayer les innombrables messages du cardinal Pizzaballa? Qu'est-ce qui empêche de donner en chair le dimanche quand on prêche le pape François puis le pape Léon comme exemple pour leur prise de position, etc. Personne. Donc là, il ne faut pas se laisser avoir. Il y a un silence coupable. Et je le dis en toute fraternité chrétienne parce que les évêques, je respecte, je suis catholique, je respecte leur rôle dans la hiérarchie ecclésiastique, mais en revanche, ils sont tous mes frères. Nous sommes égaux. Et devant le Christ, nous sommes égaux. Et là, je leur dis fraternellement, votre silence est coupable. Parce qu'il n'y a pas d'action derrière, il n'y a pas d'action secrète, il y a rien du tout. Et franchement, c'est criminel à terme aussi pour la société française, parce que nous savons très bien que notre grand défi, c'est de faire coexister chrétiens, juifs et musulmans dans la société française dans le demi-siècle ou le siècle qui vient. Et là, le silence des chrétiens sur la réalité du génocide de Gaza, il est très coupable vis-à-vis en particulier des jeunes musulmans qui ne demandent qu'une chose, c'est d'avoir un discours de vérité, de savoir s'ils se trompent. Est-ce que c'est vrai ce qu'on leur dit sur Gaza, ce qu'ils voient sur les vidéos? Ben oui, on peut vérifier, on peut le dire. Et si vous êtes chrétien, vous avez intérêt à le dire. Parce que vous ne pourrez pas vivre avec des musulmans si vous n'avez pas d'abord, et être pris au sérieux, si vous n'avez pas d'abord parlé la vérité. Merci infiniment pour mon cher Édouard pour cette leçon que vous venez de délivrer, parce que je la qualifie de leçon. Ça me semble important et ça refait descendre ma colère d'un cran encore, hein, donc voilà. Et moi, mes cibles, c'était les pitres de plateau, hein, ceux qui revendiquent, ceux qui passent leur temps à étaler ce genre de choses. Euh, donc, ceux-là ne sont ni Vous me très permettez intéressants ni importants. vous me permettez une formule méchante pour finir. Ah oui, avec plaisir. Il n'est jamais interdit à Tartuffe de rentrer à l'église, de s'agenouiller et de vraiment prier. Bon, eh bien, écoutez, ces tartuffes-là, j'espère qu'ils vont écouter ce conseil et après de s'exprimer autrement qu'ils ne l'ont fait jusqu'à présent. Mon cher Édouard, voilà, on a terminé en disant du mal de pas mal de gens, hein, ça soulage. Et donc, merci vraiment de tous ces échanges. On va continuer, hein. On traverse quand même une période difficile, mais assez extraordinaire, hein, je veux dire, assez Mais passionnante. Régis, moi je me rappelle notre premier dialogue où spontanément vous me disiez mais on parle pas du même lieu d'énonciation et moi je vous ai cité Aragon, celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. La Rose et le Mais Réséda. voilà, magnifique poème. Et je crois qu'en fait l'enjeu aujourd'hui c'est un enjeu de vérité. Et alors, il y a des vérités d'ordre théologique, métaphysique, etc. Mais là, on a une vérité sur les faits du monde sublunaire, pour parler comme Aristote, sur ce qui se passe sur notre petite planète qui est menacée par beaucoup d'irrationalité. Et là, je pense il y a quand même beaucoup de voix qui s'élèvent et avec lesquelles nous pouvons dialoguer pour établir les faits
mais vous avez raison, il y a un bruit médiatique qui est insupportable. Mais mon cher, moi, la foi est une grâce. Je n'ai pas la grâce, mais je sors de cette matrice culturelle, je le dis souvent, tout à fait passionnante. Je pense bien connaître la religion chrétienne et la religion catholique. J'ai j'ai à peu près lu enfin, toutes les écritures du canon, oui, hein, les exégèses. Tiens, à propos, je conseille, parce que vous avez cité Saint Paul, moi je pense que le christianisme est une religion paulinienne, hein. Et donc, je recommande un ouvrage sur Saint Paul, qui est celui de Badiou, hein, le philosophe maoïste, donc, qui a fait un Saint Paul extraordinaire, j'en ai lu d'autres extraordinaires, hein, et qui fait une démonstration selon laquelle l'apôtre Paul euh, était un théologien extraordinaire, un philosophe et un écrivain génial. Donc, on ne peut pas soupçonner Badiou d'avoir la moindre complaisance de Non, foi, hein, non, concernant. mais vous savez, je pense que un maoïste comme lui, un communiste, peuvent s'entendre avec un chrétien. Qu'est-ce qui nous unit? C'est la croyance profonde dans l'égalité entre les hommes. Et qu'est-ce que fait Saint Paul? Quel est son immense mérite? Il fait sortir la pensée chrétienne naissante de l'enfermement ethnoculturel. Et il pense ça dans le cadre de l'Empire romain. Et ça, c'est fabuleux. Parce qu'au fond, c'est ça qui est en jeu. L'universalisme fondé par conséquent par Paul de Tarse, eh bien, écoutez, on va que personne ne se trompe. Ça y est, je me défends en disant non, 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 je ne suis pas en train de faire un reborn, hein, je ne suis pas en train de revenir. Non, je pense que c'est trop tard. Donc, mais ce sont quand même des questions importantes parce que euh, euh, la blague de la civilisation judéo-chrétienne, qui n'est qu'une imposture visant à faire justement prendre en charge par l'Occident de ce que et d'approuver ce qu'Israël est en train de faire. Non, il n'y a pas de civilisation judéo-chrétienne, c'est une blague. Moi, je suis gaulliste de ce point de vue, pas que sur celui-là, hein, qui disait culture gréco-latine, de religion chrétienne, historiquement, hein, même si aujourd'hui, la religion a beaucoup reculé, mais elle a quand même profondément marqué et peut-être débouché sur ce que Emmanuel Todd appelle le catholicisme zombie. Et donc, oui, euh, et en plus, historiquement, la façon dont cette civilisation a traité les Juifs avec l'acmé de l'Holocauste n'amène pas à considérer qu'il existe une civilisation judéo-chrétienne qu'il conviendrait de défendre et de justifier le discours. Israël commet un génocide à Gaza, mais c'est pour nous défendre. Moi, non, non, j'ai rien demandé et on ne me défend pas avec ce qu'on fait à Gaza. Mon cher Édouard, à très bientôt. Merci Merci Régis. encore.